Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre Parlons Territoire en Outaouais. On vous remercie d'être présents ce midi. J'invite les conférenciers et conférencières qui m'accompagnent à ouvrir leurs caméras et micros pendant que je mets la table. Alors donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Samuel Pagé-Plouffe. Je suis coordonnateur de l'Alliance Ariane qui est initiatrice de la démarche Parlons Territoire. Je vais être votre hôte aujourd'hui. Je débute avec quelques consignes d'usage. Nous vous invitons à ouvrir vos caméras et à veiller à garder vos micros fermés tout au long du panel, s'il vous plaît. Vous pourrez nous faire part de vos questions et commentaires via l'outil de discussion de Zoom. Pour accéder à cet outil, il suffit de survoler là, au bas de votre fenêtre Zoom et de choisir l'option Converser avec l'icône d'une bulle. Ou bien vous pourrez aussi là, intervenir pendant la période d'échange en utilisant le bouton « Lever la main » pour que nous vous passions la parole. L'événement d'aujourd'hui, il est enregistré, donc je vous en informe parce qu'il sera par la suite rediffusé là, sur les réseaux sociaux de Parlons Territoire de l'Alliance Ariane. Tout d'abord, je vais passer la parole à M. Maxime Pedneau-Jobin, qui est maire de Gatineau et qui va nous adresser quelques mots en guise d'introduction. Je dois dire que ça me fait particulièrement plaisir d'avoir M. Pedneau-Jobin avec nous ce midi, parce que la Ville de Gatineau a été une des premières à donner son appui à l'Alliance Ariane pour l'élaboration de la politique nationale d'aménagement du territoire, même, je dirais, la première grande ville au Québec à l'avoir fait. Donc, ça a été un moment important, c'est en 2019 là, pour l'Alliance Ariane, un moment important qui a mené à où on est maintenant. Pour les rares personnes qui ne connaissent pas M. Pedneau-Jobin, je vais vous lire rapidement une courte biographie. Donc, Maxime Pedneau-Jobin est originaire de Buckingham et détenteur d'une maîtrise en développement régional de l'Université du Québec en Outaouais, dans laquelle il a étudié l'évolution de la relation entre l'Outaouais et Ottawa. Impliqué depuis longtemps dans sa communauté, il a été élu conseiller municipal de Buckingham en 2009, puis maire de Gatineau le 3 novembre 2013. Réélu à la mairie en 2017, M. Pedneau-Jobin assume depuis 2017 la présidence du caucus des maires des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec, une fonction stratégique pour influencer la relation entre les municipalités et le gouvernement du Québec. M. Pedneau-Jobin, la parole est à vous. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. D'abord, merci à toute l'équipe de Vivre en Ville, puis à l'équipe de l'Alliance Ariane d'avoir organisé la série d'événements Parlons Territoire. Pour moi, c'est extrêmement important pour toutes sortes de raisons qu'évidemment que vous partagez parce que vous êtes là, mais aussi parce que cette discussion-là, ce débat-là sur l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui est difficile à démocratiser parce que c'est technique, complexe, il y a une espèce de jargon. Tu sais, c'est pas, à prime abord, c'est pas si facile que ça pour les citoyens de s'approprier cette discussion-là puis de contribuer. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. Moi, malheureusement, évidemment, je fais comme on fait trop souvent dans mon travail. Je vais dire un mot, puis après ça, je vais m'en aller vers une autre rencontre, en fait, pour 15 minutes de nourriture avant une autre rencontre. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Je tenais à dire quelques mots. Moi, j'ai un message principal. Là. Le premier, vous le savez, c'est que nos choix d'aménagement vont être au cœur de notre réponse ou de notre échec face au changement climatique. Pour moi, c'est crucial, les choix qu'on fait, notamment dans cette discussion-là au Québec. Mais le message principal, c'est que moi, je suis un fervent défenseur de l'autonomie municipale. J'ai défendu ça depuis le début, toute ma carrière à la mairie. L'autonomie en matière de fiscalité, l'autonomie en matière légale. Tu sais, je voudrais qu'on ait un champ de compétences, qu'on soit capable de prendre nos propres décisions, alors que là, on est une espèce en fait, techniquement une créature des gouvernements provinciaux, ce qui fait que l'agilité des villes est extrêmement limitée. Puis, il y a une urgence à favoriser l'autonomie municipale. Ceci étant dit, moi, j'ajoute une nuance qui ne me rend pas toujours populaire parmi certains collègues dans le monde municipal, même si ça change, là. C'est qu'il y a des domaines où on doit avoir un espèce d'encadrement qui a une certaine uniformité à la grandeur du Québec. Donc, des principes clairs, une capacité, oui, pour les villes de gérer leur territoire avec leur réalité locale,
Mais il y a une limite à ça parce que l'environnement, l'eau en particulier, si je vais y revenir quand on va parler des inondations, ben, suit pas les limites des juridictions municipales. Tu sais, à un moment donné, il y a des actions à prendre que si le voisin les prend pas, ça nous nuit. Si nous, on les prend pas, on nuit au voisin qui est en aval, etc. Donc, puis pour moi, quand j'ai appuyé l'Alliance Ariane, ben je ne devrais pas dire ça, quand le conseil municipal a appuyé l'Alliance Ariane, c'était ça l'esprit aussi de notre démarche, c'est que ça prend dans la discussion une volonté claire de reconnaître qu'on est interdépendants les uns des autres en matière d'aménagement. Pas toujours, puis pas en tout, puis etc., là, mais il reste que fondamentalement, on l'est. Donc, moi, j'étais très content de voir cette discussion-là commencer. Moi, j'espère qu'on va voir que le résultat à la fin de ça va être ambitieux, clair, puis dans certains cas restrictif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aura pas le droit de faire malgré notre volonté de gérer notre territoire comme on l'entend. Ce principe-là, on l'a défendu aussi, Gatineau, dans le dossier des inondations. On est intervenu en commission parlementaire à l'automne sur le projet de loi 67 pour défendre des principes de précaution, de prévention, mais aussi de cohérence territoriale. Parce que pour nous, là, ce qui se fait en amont de Gatineau, puis ce qui se fait à Gatineau, puis ce qui se fait en aval de Gatineau, là, tout ça est interrelié en matière d'inondation. On ne peut pas, nous, prendre des mesures sévères pour protéger notre territoire si le voisin d'à côté fait rien ou en fait empire la situation. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais ça n'aura pas d'impact sur notre monde. Le vrai impact sur notre monde, en fait, c'est ce qui se passe ailleurs qu'à Gatineau, parce que ce qu'on vit ici, c'est le résultat de ce qui s'est fait ailleurs. Puis on défend ces principes-là, notamment parce que nous, la nature nous a fait mal. En fait, je devrais dire, les changements climatiques nous ont fait mal dans les dernières années. En 2017, c'était 4000 sinistrés à Pointe-Gatineau. On avait le quartier le plus touché au Québec. On avait à peu près 40% des sinistrés de tout le Québec qui étaient à Gatineau en 2017 aux inondations. Le lien entre la tornade et les changements climatiques est plus ténu si on se fait aux experts, là, parce que c'est un phénomène qui peut arriver. Il reste que c'était 332 édifices qui ont été touchés, presque 1000 ménages qui ont été affectés. Puis encore une fois, là, comme dans Pointe-Gatineau, mais ça a frappé l'un des quartiers les plus pauvres de notre ville. On est retourné dans les inondations l'année d'après, en 2019. Là, c'était plus 4000, c'était 2000 sinistrés, essentiellement parce qu'il y en a qui avaient quitté, qui avaient perdu leur maison, qui avaient perdu leur quartier ou qui avaient protégé leur maison dans certains cas. Puis là, on est en pandémie qui touche tout le monde, mais qui est d'origine environnementale aussi. Puis là, j'aurais pu vous parler des canicules, j'aurais pu parler de 3 des 5 pluies diluviennes qu'on a eues à Gatineau entre la première inondation et la tornade. Tu sais, ça ne s'invente pas, là. C'est fou ce qu'on a vécu à Gatineau dans toutes ces années-là. Donc, on devrait prendre conscience de l'urgence d'agir en matière environnementale, puis on devrait prendre des mesures sévères. Et c'est là où je vais faire un peu d'autocritique. Parce que pour moi, c'est un message que j'ai utilisé beaucoup, puis je continue d'utiliser, même si normalement, on devrait surtout vanter notre ville. Mais 4 mois après les inondations de 2017, qui ont été absolument terribles, là, le conseil municipal a voté en majorité, moi et mon équipe, on a voté contre, la construction d'un concessionnaire automobile en zone inondable. Ça ne s'invente même pas. Concessionnaire, là, donc auto, qui n'est pas exactement le meilleur ami de l'environnement, en zone inondable, dans Pointe-Gatineau, le quartier le plus affecté par les inondations, dans une zone qui est une zone d'expansion naturelle portuaire. Ce n'est pas juste zone inondable, c'est là où l'eau va. Puis pendant que nous, on votait là-dessus, là, les sinistrés n'avaient même pas fini de démolir leur maison. Certains n'étaient pas revenus chez eux. Puis le quartier était dans un état assez lamentable. On était à 4 mois des inondations. Ça fait qu'on n'avait pas beaucoup de... C'est pour ça que pour moi, la discussion, je pense que je suis en train de dépasser mes minutes, là, la discussion sur ce que l'Alliance Ariane propose, puis une politique nationale d'aménagement du territoire, c'est aussi malheureusement pour se protéger contre nous-mêmes. Parce que l'immense avantage du monde municipal, c'est qu'on a une proximité de notre monde, on est capable de prendre des meilleures des décisions parce qu'on connaît notre territoire, on connaît nos gens. Mais ça vient aussi parfois avec un effet pervers. C'est que si on a assez d'élus qui sont capables d'être convaincus qu'un concessionnaire en zone inondable, c'est du développement économique, bien on peut aussi. Cette proximité-là fait qu'on a plus de misère à voter non
à des projets comme ça, alors que c'est ça qu'on doit faire. Puis c'est là où les règles d'aménagement pan-québécoises du territoire doivent aussi nous protéger contre nous-mêmes. Puis quand je dis ça, là, je suis nerveux là, parce que le gouvernement québécois a tendance souvent à aller trop loin, là, puis à reprendre le contrôle complètement, puis à avoir une approche paternaliste face aux villes. Ça fait que j'essaie de dire une chose et son contraire, là, parce qu'il faut être prudent, il faut des règles, mais il ne faut pas qu'elle aille trop loin non plus pour qu'on soit capable de tenir compte de notre territoire. Mais si j'ai à choisir entre une erreur ou l'autre, en matière d'aménagement du territoire, moi, je choisis l'hypercentralisation, en fait. Malheureusement, là, je pense que ça prend des règles qui nous protègent à la grandeur du Québec parce que l'enjeu environnemental est trop grand. Je finirai avec un élément dont on parlait avant d'ouvrir les micros, là. C'est la fiscalité. La fiscalité municipale est basée sur le développement immobilier. La fiscalité municipale nuit à l'environnement. Parce que si on veut que l'argent rentre, il faut qu'on construise des maisons. Si on construit des maisons, bien, ça nous fait faire des concessionnaires en zone inondable, parce qu'il y a ça aussi. Là, on nous donne toujours l'argument, voici combien de taxes vous allez gagner, là, vous allez ramasser avec ça. Il y a une urgence environnementale de changer de la fiscalité municipale. Parce qu'on s'en sortira pas, notre réflexe va toujours être plus de développement, parce que c'est comme ça qu'on fait notre argent, ce qui est une absurdité du point de vue d'un gouvernement. Là. On devrait obtenir de l'argent qui vient peut-être de l'impôt sur le revenu, peut-être de la TVQ, mais d'autres sources que le développement immobilier. Sinon, on a comme un vice de forme dans notre constitution même. Donc, l'importance de la discussion sur l'aménagement du territoire doit aussi mener à certaines actions autres. Puis c'est vaste, l'aménagement du territoire, mais mener à des actions comme par exemple réformer la fiscalité municipale, parce qu'on va toujours avoir cette pression-là sur les épaules. Donc, je terminerai là-dessus. Je ne veux pas qu'on s'écarte de l'aménagement, mais la fiscalité, là, si on n'en parle pas, il y a comme un problème dans le monde municipal qu'on ne réglera pas, puis qui va nous hanter pendant encore des décennies. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis vraiment, cette discussion-là est extrêmement importante. J'apprécie les heures que vous consacrez à faire avancer la connaissance, disons, citoyenne de ce dossier-là, parce que nos principaux alliés, en fait, je dirais les principaux alliés de l'environnement, là, c'est d'abord et avant tout les citoyens eux-mêmes. Puis plus ils sont équipés, plus ils sont aguerris, plus on est capable de faire face à des forces qui sont quand même assez fortes qui influencent les villes. Puis le contre-pouvoir, c'est beaucoup les citoyens. Donc, merci à vous tous d'être là. Puis encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir rester pendant toute la présentation. Merci beaucoup, M. Pedneau-Jobin. Vous l'aviez dit, ça peut être un défi de démocratiser les enjeux d'aménagement du territoire, d'urbanisme. C'est la mission qu'on s'est donnée avec Parlons Territoire au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je trouve que vous avez fait un bon bout de chemin aussi. Vous avez rendu ça concret, donc très apprécié. On ne vous en veut pas que vous quittiez, là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Donc, quelques éléments avant de commencer là, officiellement les différentes conférences. Pour commencer, une présentation de l'Alliance Ariane. Depuis 5 ans, l'Alliance Ariane travaille fort pour que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient considérés comme une priorité au Québec. L'objectif principal est que le Québec se dote, dans le cadre d'une politique nationale d'aménagement du territoire, d'une vision d'ensemble qui sera assortie de principes fondamentaux qui puissent assurer la coordination de l'ensemble des lois, politiques et interventions de l'État avec les instances municipales en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Vous pourrez le constater sur le site web de l'Alliance Ariane. On ratisse très large. On part des gens du monde agricole, des gens du milieu architectural, évidemment des gens de l'urbanisme, mais aussi des groupes environnementaux. Donc, on ratisse très large. Et j'en oublie certainement, notamment des gens dans le milieu du patrimoine, par exemple. Pourquoi Parlons Territoire? Parce que le gouvernement a lancé au mois de janvier, à la fin janvier, une conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement afin de se doter justement d'une vision d'ensemble sur ces questions. Parlons Territoire vise donc à outiller, à informer et à mobiliser
dans le cadre de la consultation gouvernementale, qu'on trouve évidemment, nous, très, très importante. C'est crucial de s'y intéresser parce que l'aménagement, l'urbanisme, ça nous affecte tous. Ça a des impacts sur plein de domaines. Finalement, c'est l'avenir de nos milieux de vie. Et donc, une petite présentation concernant là, la démarche gouvernementale qu'on appelle la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Le ministère des Affaires municipales a lancé ça, donc comme je le disais tout à l'heure, au début janvier. En fait, j'ai dit début, mais c'est plutôt à la fin janvier, des travaux qui mèneront à l'adoption au printemps 2022. Donc, on a encore presque un an devant nous d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. L'objectif, c'est justement là, que le gouvernement ait une vision qui est globale et cohérente, qui guidera les interventions et les investissements aussi en faveur de la création de milieux de vie de qualité. Et là, ça, je vous citais là, les mots exacts qui sont sur le site web de la démarche. Donc, vous verrez que ça recoupe pas mal la mission que s'était donnée il y a 5 ans à l'Alliance Ariane. Ça va passer notamment par une réforme, évidemment, du cadre légal et réglementaire en matière d'aménagement. On peut penser, par exemple, là, à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça, c'est certain. Ça fait 40 ans que les deux grandes lois qui ont été adoptées, c'est-à-dire la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la protection du territoire agricole, n'ont pas été revues. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications à cet égard-là. Et même chose pour les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, qui est un petit peu l'exemple, le cadre prescriptif, ou on pourrait quasiment appeler ça, moi, ma manière de le comprendre, un peu comme la Constitution en aménagement. Mais ce sur quoi on va travailler dans les prochains mois, puis dans les consultations publiques de cet été, c'est pas seulement une réforme des lois. Tous les programmes, toutes les politiques, les investissements qui ont un impact sur le territoire, sur l'aménagement, ils peuvent être affectés par la stratégie. Donc, il ne faut pas penser qu'on s'intéresse seulement spécifiquement à des modifications législatives très précises. On peut penser, par exemple, à la localisation des bâtiments publics. Où est-ce qu'on met les SAQ? Où est-ce qu'on met les écoles? C'est un exemple d'investissement qui pourrait être affecté par la stratégie. Donc, les enjeux sont très nombreux: santé, étalement urbain, pression sur les milieux naturels, agricoles, mise en valeur du patrimoine, du paysage. Il faudrait peut-être juste fermer un micro. Pandémie, évidemment, aussi. Avec la pandémie, il y a des enjeux qui sont relativement nouveaux, du moins qui se sont peut-être exacerbés. Donc, les questions de logement, la vitalité des centres-villes, l'accès à des espaces verts sont vraiment devenus des priorités. Là, on le voit dans l'espace public, puis en tout cas, moi, je l'ai vécu. Alors, je vais juste vous partager mon écran rapidement pour vous présenter la démarche gouvernementale. Donc, à l'instant, vous devriez voir mon écran. Ça devrait fonctionner. Vous avez donc les 5 grands thèmes: gouvernance, croissance urbaine, milieu de vie, ruralité, finances, fiscalité. Mais bon, ces grands thèmes-là, je vous le confirme, se déclinent en sous-thématiques qui sont très concrètes. Donc, tout ce que j'ai nommé là, à l'instant, patrimoine, milieu de vie, santé, se retrouve tout dans ces 5 grands axes. Il y a 4 grandes étapes. Donc, d'abord, un portrait de la situation qui a commencé déjà à être dressé au cours des derniers mois. Des orientations préliminaires qui seront mises à discussion pour les consultations publiques, donc qui vont avoir lieu cet été. La rédaction et la publication, la rédaction, en fait, qui va avoir lieu là, plutôt au cours de l'automne, la rédaction de la stratégie, et une publication, donc, comme je disais, le printemps 2022, avril 2022, qui est présentement la date qui est sur le calendrier. Il y a plusieurs mécanismes de consultation. Donc, déjà, il y a plusieurs séances, en fait, je crois près d'une trentaine de séances qui ont eu lieu en ce qu'on appelle des laboratoires d'innovation avec 80 groupes différents de plein de milieux, de la société civile. Et de cela devrait découler des rapports qui seront rendus publics sur la page de la stratégie en amont là, des consultations de cet été.
Donc, ça, vous pourrez vous informer de cette manière-là. Il y a eu des séminaires aussi qui ont été donnés par des gens du milieu universitaire, donc des séminaires. Puis, et ça, les présentations des universitaires aussi sont déjà en ligne sur le site de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Là, ce qui nous concerne particulièrement, évidemment, les consultations publiques qui vont commencer donc au début de l'été. Il y aura différents outils là, pour assurer une participation du public, mais notamment donc un appel à mémoire avec une synthèse des enjeux pour que les gens puissent s'informer et participer, mais aussi bon, d'autres mécanismes du genre des sondages là, en fonction des enjeux qui ont été déjà notés dans les premières étapes. Aussi une tournée régionale de la ministre des Affaires municipales et finalement une consultation des nations autochtones. Donc, le dernier élément, si vous avez cliqué sur s'inscrire à l'infolette quand vous vous êtes inscrit à l'événement d'aujourd'hui, vous allez être tenu au courant des différentes étapes. Par exemple, quand l'appel à consultation avec toute la documentation sera rendu disponible. Et si ça n'a pas été fait puis que ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire à l'infolette en fait sur le site de parlonsterritoire.québec. Donc, voilà, je vais arrêter le partage de mon écran et on va pouvoir commencer les présentations de nos panélistes qui vont être suivies évidemment d'une période d'échange. Donc, on a la chance d'accueillir avec nous Myriam Gem, qui est chargée de projet en adaptation au changement climatique au Credo. On a Daniel, là, je vais m'assurer de bien prononcer, Kayley Daou, ça va? De l'Association des résidents de l'île de Hull. Et on a Véronique Martin, qui est conseillère au développement pour la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Donc, on va commencer avec la présentation de Myriam, petite biographie. Chargée de projet en adaptation au changement climatique au Credo. Ça, c'est le titre de Myriam. À travers ses études en géographie, Myriam a développé un intérêt particulier pour l'aménagement urbain et l'environnement. Elle travaille aujourd'hui sur la campagne Vivre en vert, Gatineau, qui vise à lutter contre les îlots de chaleur urbains par des initiatives de verdissement dans les communautés. Alors, Myriam, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Je vais tout de suite là, vous partager mon écran avant de commencer. Juste m'assurer que ça fonctionne bien. Oui. Ouais. Parfait, merveilleux. Donc, bonjour à tous. Mais d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder la question du verdissement urbain. Donc, sans plus tarder, là, je commence avec un petit mot là, sur le Credo. Le Credo, c'est le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Donc, notre organisme là, a pour mandat principal d'assurer la concertation des acteurs de l'Outaouais autour des enjeux environnementaux qui nous touchent particulièrement. Nous, on développe des projets en lien avec la protection des milieux naturels, le développement d'une économie verte et l'adaptation au changement climatique. Donc, nous, au Credo, on considère que le verdissement urbain, c'est une solution qui est plus qu'intéressante pour adapter nos villes au changement climatique. Et dans cette optique-là, nous, on travaille là, actuellement sur 2 projets de verdissement pour la ville de Gatineau. Là, soit le projet de verdissement de l'île de Hull et la campagne Vivre en vert que je vais pouvoir détailler là, au courant de ma présentation. Donc voilà, on parle de verdissement. Là, d'entrée de jeu, je vais juste commencer avec un petit rappel sur l'importance de l'arbre en milieu urbain, les bienfaits que ça nous apporte et les services qu'ils nous rendent, les arbres, en fait. Donc, les arbres aussi, ils réduisent la pollution de l'air en captant le CO2. Ils fournissent de l'ombre en été, ce qui rafraîchit l'air. Hein, ça devient des climatiseurs naturels, en quelque sorte. Ils assurent un contrôle de l'eau de ruissellement, ce qui diminue les risques d'inondation. Fournissent un abri à la faune, ils embellissent les quartiers. Et en plus de tout ça, quand on plante un arbre, on sait que c'est une solution qui est quand même durable là, parce que la durée de vie peut aller jusqu'à 150 ans pour un arbre. Donc, voilà. Maintenant, là, ce qu'on remarque actuellement dans les villes du Québec, c'est un manque d'arbres et d'espaces verts, surtout dans les quartiers centraux. Si on regarde l'indice de canopée dans les quartiers centraux des différentes villes au Québec, là, on arrive à peu près entre 10 et 20 %
alors qu'un verdissement optimal là, serait plutôt de 40 % de canopée. Là, quand je parle de canopée, c'est le pourcentage, c'est la superficie qui est occupée par la couronne des arbres lorsqu'on regarde une vue aérienne. Là. Par exemple, l'image que vous avez à l'écran ici, c'est une image de l'île de Hull. Donc, du nord au sud, là, on a l'axe du boulevard Maisonneuve et en haut, on a le boulevard des Allumetières. Là. Donc, dans cette zone-là, il y a une couverture de canopée d'à peu près 21 %. Puis, ce qu'on voit clairement, ben oui, effectivement, c'est l'omniprésence du béton, de l'asphalte, très peu d'arbres. Outre l'espace vert qui est le parc Fontaine en haut à gauche, là, il y a très peu d'espace vert dans ce secteur-là. Donc, l'enjeu principal, en fait, qui vient avec ce manque d'arbres en ville, c'est celui des îlots de chaleur. Ce phénomène-là, il est créé dans les milieux qui sont fortement minéralisés, comme l'image que vous venez de voir, puis ils sont caractérisés par des températures plus élevées que dans les secteurs environnants. Donc, sur une carte comme celle à l'écran ici, bien, les îlots de chaleur sont représentés en rouge. Donc, dans la ville de Gatineau, on voit le secteur Hull en bas et à gauche, puis le secteur Gatineau là, en haut à droite. Et ce qu'on peut calculer avec ce genre de carte-là, ben, c'est justement que dans les zones en rouge, là, en période de chaleur pendant l'été, là, il peut y avoir une différence d'à peu près 10 à 12 degrés comparativement à une zone qui est illustrée en vert sur la carte. Donc, si on compare, par exemple, le centre-ville versus le parc de la Gatineau, qui n'est pas si loin, là, il peut y avoir quand même une grosse différence de température. Et ça, ben, ça devient un enjeu, directement un enjeu de santé publique, parce qu'on sait pendant les canicules, hein, il y a un risque accru d'hospitalisation lié à des maladies pulmonaires, cardiovasculaires. Il y a même une augmentation de la mortalité là, dans certains cas particuliers. Entre autres, ça concerne surtout là, les populations vulnérables, comme les personnes âgées, par exemple. Et avec les changements climatiques, ça, c'est un phénomène qui va aller en augmentant. Là, on prévoit augmentation des températures moyennes, mais aussi augmentation du nombre de vagues de chaleur par année. Donc, c'est sûr que c'est assez préoccupant. Et en plus de tout ça, bien, trop souvent, là, ce qu'on remarque, c'est que le manque d'arbres, ça se retrouve dans des communautés qui sont déjà fragilisées. Donc, je donnais l'exemple de l'île de Hull, mais donc, on remarque que souvent, c'est dans les quartiers plus pauvres. Et ça vient d'une étude là, qui a été faite par une chaire de recherche de l'UQO, qui ont fait des comparatifs là, à Montréal, Québec, Gatineau. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque là, un peu partout dans les grandes villes. Donc, à ce moment-là, ben, on voit clairement que l'accès à des espaces verts, oui, en quantité d'espaces verts, mais même en qualité des espaces verts est plus faible dans les communautés qui sont défavorisées. Donc là, sachant ces enjeux-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça? Bien là, je vous donne un exemple concret qui est la campagne Vivre en Vert, là, sur laquelle je travaille au Credo. Cette campagne-là, elle vise la lutte aux îlots de chaleur urbains par le verdissement des communautés vulnérables et avec un financement là, qu'on a obtenu d'1 million de dollars de la santé publique, en fait, du Québec. Là. Nous, on souhaite accroître les espaces verts dans des endroits ciblés, donc là où il y a le plus grand manque d'arbres. Et l'idée aussi, bien, c'est d'aller diversifier les acteurs qui prennent part à l'aménagement des espaces verts. Tu sais, généralement, c'est les municipalités, les villes qui ont cette gestion-là. Mais nous, ce qu'on souhaite faire avec ce fonds-là, en plus de travailler avec la ville, parce qu'il y a des terrains publics qui sont ciblés, là, mais c'est aussi de travailler avec des acteurs du communautaire, du milieu scolaire et même la santé, qui vont pouvoir eux-mêmes développer leurs projets là, avec un soutien. Pour vous donner une idée, là, pour l'année 2021, bien, il y a 6 écoles qui vont verdir leurs cours. On a un projet de verdissement à l'hôpital de Hull qui va être de grande envergure. Et il y a même 6 projets qui vont être développés par des acteurs communautaires. Donc, oui, nous, le Credo, on agit comme coordonnateur, mais on cherche à réunir des experts et à assurer une structure d'accompagnement là, dans le but de favoriser l'autonomisation des différents acteurs du territoire pour qu'ils puissent justement développer cette expertise puis participer aux aménagements, participer au verdissement de la ville. Si on revient rapidement, là, c'est ça, j'ai presque fini. Oui. Si on revient là, à la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire, bien, nous, on identifie 2 principales pistes de solutions. Là. Donc, la première serait de considérer l'arbre comme une infrastructure urbaine, là, carrément, au même titre que des ponts ou des routes.
et d'y allouer un budget qui est conséquent. On a pu voir en 2019 une mobilisation là, de 600 professionnels de la santé qui se sont mobilisés pour des investissements majeurs et récurrents dans le verdissement urbain. Là. Et la demande explicite qui était faite, c'était d'allouer l'équivalent d'1% des investissements annuels en infrastructures publiques pour des projets de verdissement urbain. Donc ça représente à peu près 170 millions de dollars là, au niveau du budget provincial. Là. Et ça permettrait donc de mieux protéger la santé de la population avec toute la question des îlots de chaleur que j'ai abordé plus tôt et ultimement, mais de diminuer les coûts reliés à la santé. Puis l'idée aussi a été véhiculée par la Fondation David Suzuki lors de son sommet sur les infrastructures naturelles en 2018. Donc, c'est une idée qui est reprise par plusieurs organismes puis qu'on souhaite mettre de l'avant aussi là, au Credo. Et finalement, là, une deuxième piste de solution serait de diversifier les acteurs qui prennent part au verdissement. Donc, on considère, nous, que d'impliquer les citoyens, bien, c'est super avantageux. Les impliquer dans le verdissement, de un, bien, on s'assure que ça réponde aux besoins qui sont formulés directement par ceux-ci, mais ça ajoute une plus grande valeur au projet puisque bien, on vise justement à répondre directement aux besoins. Et même, ça favorise l'appropriation des sites, l'appropriation des parcs et espaces verts. Donc, on s'assure aussi d'une pérennité de ces aménagements-là, là, s'ils sont bien utilisés par les citoyens. Et dernier point ensuite, bien, c'est toute la question autour de la gestion du verdissement urbain. Comme je le disais, là, présentement, c'est beaucoup les villes qui s'occupent, les villes ou les municipalités là, qui ont cette gestion-là, mais si on donne une part de responsabilité à des organismes qui œuvrent sur le territoire, bien, ça permet de maximiser les interventions. Ici, on a l'exemple de Montréal qui ont une alliance forêt urbaine. Donc, dans son budget, la Ville de Montréal bien, va allouer des montants là, à d'autres organismes qui vont participer au verdissement. Et à Montréal, bien, c'est le cas pour la Sauverdi, là, qui est un OBNL qui s'occupe de la plantation. Et en plus, ils ont séparé les tâches. Donc, la Ville de Montréal va s'occuper de la plantation sur le domaine municipal et la Sauverdi sur le domaine privé et institutionnel. Donc, voilà, ça permet de maximiser le verdissement en ville et les interventions. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vais pouvoir laisser la parole aux autres panélistes. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Je t'écoutais et je trouvais ça super intéressant de voir les liens entre santé, environnement et toute la question aussi de l'équité ou de l'inéquité territoriale qui est en ligne de compte dans tout ça. Donc, moi, j'aurais des questions pour toi dans la période d'échange à la fin. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, pour la prochaine présentation, on a avec nous Daniel Daou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hull. Donc, Daniel Daou a grandi à Aylmer et il est résident de l'île de Hull depuis environ 8 ans. Il siège au conseil d'administration de l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hull depuis l'automne 2015 et comme président depuis juin 2017. Daniel est également directeur général de la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais, un regroupement de plus de 100 organismes communautaires œuvrant sur le territoire de l'Outaouais. Les enjeux de participation citoyenne et de justice sociale et environnementale sont au cœur de ces implications. Alors, Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Samuel. Donc, c'est ça. Moi, je vais faire, on m'a demandé de parler un peu d'habitation, logement, selon le contexte dans lequel j'évolue. Je vais décliner un peu mon intervention en deux principaux angles. Un, parler un peu des constats sur le terrain. Qu'est-ce que je vois, certaines choses, très générales, là. Puis après ça, parler un peu disons, des réflexions que j'amènerais par rapport aux transformations qui sont nécessaires, des idées, des réflexions liées au constat que j'ai fait sur le terrain. Excusez-moi, juste me donner un timer pour suivre le temps. Fait
le gros constat en lien avec l'habitation, puis en tout cas, un peu partout, mais particulièrement sur le territoire de l'île de Hull, où est-ce que je vis, c'est qu'il y a une crise du logement. Ça ne date pas de la pandémie. C'est quelque chose qui est quand même présent depuis longtemps sous différentes formes. Je pense qu'elle a pris une nouvelle allure, une nouvelle forme là, avec la pandémie. C'est comme des crises qui s'entrecroisent et qui s'accentuent. Sur le terrain, il y a différents phénomènes là, qui s'observent depuis longtemps, selon les phénomènes. Le premier que j'aimerais mentionner, c'est le concept de la spéculation immobilière. En gros, l'habitation est vue comme un investissement lucratif. La spéculation prend différentes formes, il y a différents acteurs qui sont impliqués là-dedans. Ça peut être des individus qui cherchent à obtenir une deuxième propriété, des propriétés à revenus, des choses comme ça. Et plus souvent, là, ce qui contribue le plus fortement à la spéculation immobilière, c'est plus des investisseurs avec des gros portefeuilles qui essaient de regarder les opportunités puis qui achètent à plus gros prix dans l'espoir de rentabiliser à court, moyen ou long terme ces genres d'investissements-là. Fait que c'est pas nouveau, puis ça se voit quand même beaucoup dans les centres-villes en général. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Puis certains autres quartiers patrimoniaux et autres dans différentes villes du monde. Gatineau, c'est ça. Ma situation particulière, c'est beaucoup le centre-ville. Fait que ça, c'est un premier chose. Une des différentes manières qu'on voit ça, ou les impacts de ces choses-là, de la spéculation immobilière, on le voit sous forme un petit peu de ce qu'on appelle le spot zoning ou la culture des dérogations au plan, tout ce qui est le plan d'urbanisme municipal ou au zonage municipal. Fait que souvent, surtout les gros promoteurs immobiliers, les gros investisseurs vont pousser pour maximiser la marge de profit, changer les hauteurs permises ou les types de projets qui sont permis à la pièce, finalement. Pour des projets quand même assez gros. C'est sûr que c'est pas tout le monde là, qui fait ça, bien entendu, mais ça contribue plus fortement à ce phénomène-là. Il y a la sous-utilisation du territoire qui se voit à certains endroits, fait qu'il y a des stationnements qui restent vacants très longtemps, des gros terrains en plein cœur du centre-ville. Il y a des maisons qui sont laissées à l'abandon. Des taudis qui sont finalement du logement abordable, entre guillemets, mais de très mauvaise qualité. Des gens qui attendent, soit qui n'ont pas les moyens de rénover ou qui attendent de les revendre à un plus gros prix dans l'avenir. Ça fait partie aussi de la spéculation immobilière. L'accélération de la gentrification aussi. Fait que plus on spécule, plus les prix augmentent. Moins le quartier est abordable, plus que des expulsions graduelles ou indirectes ou autres, qui est un peu le phénomène de gentrification. Puis ben, ça fait toute partie un peu du phénomène de la crise du logement. De plus en plus, on voit que les gens ont de la difficulté à trouver un logement qui est abordable. Quand on parle d'abordable, souvent on réfère à quelque chose qui est autour de 30% de son revenu qui va au logement. Au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut faire des choix, on peut moins se nourrir, moins s'habiller, etc., etc. Des fois, ça fait que c'est plus difficile d'accéder au travail parce qu'on n'a pas les mêmes outils, etc., etc. Il y a une augmentation de l'itinérance, particulièrement récemment, qui fait partie de cette crise du logement-là, qu'on pourrait dire que c'est comme son propre catégorie de crise. Il y a des rénovictions qu'on voit de plus en plus que de la spéculation, plus que les gens vont essayer de rénover, faire augmenter la valeur pour soit revendre, soit louer plus cher, des choses comme ça. Puis forcément, ça met de la pression sur les locataires qui ont très peu de recours. Puis il y avait le phénomène des Airbnb aussi que je voulais mentionner, qui a quand même touché le centre-ville dans les dernières années quand même assez fortement, là, puis réduit le parc locatif. C'est ça. Je vais sauter tout de suite
plus qu'est-ce que les constats amènent, quel genre de réflexion ou transformation qui pourraient être nécessaires. Premièrement, je pense que c'est important il va falloir peut-être repenser la finalité du logement puis restreindre la spéculation. Mais particulièrement questionner un peu la notion de logement comme un investissement. C'est sûr que pour ça, ça va prendre quand même une pensée plus globale, revoir la réglementation provinciale, municipale, repenser le concept d'épargne puis des régimes de retraite publics potentiellement. Ça peut même être lié, on voit quand même un phénomène assez important de pauvreté chez les aînés de plus en plus. Puis tout ça peut faire partie de la solution un petit peu. Plus les gens pensent qu'ils ont besoin de s'acheter une deuxième propriété selon le type d'emploi qu'ils occupent ou autre, plus que ça va mettre de la pression sur le côté spéculatif de l'immobilier. Ensuite, deuxièmement, je pense que c'est hyper important de miser sur le droit au logement. Toute la question de la stabilité d'un logement, la qualité d'un logement, l'abordabilité d'un logement, c'est des plaques tournantes dans la vie des gens, des familles partout au Québec, incluant dans notre quartier, qui est d'ailleurs un des quartiers qui a le plus haut taux de locataires dans la ville de Gatineau. Pas le plus haut, mais quasiment. On parle d'au-dessus de 70% de locataires il y a quelques années. Fait que c'est ça, soutenir davantage les locataires. C'est important de s'assurer qu'ils peuvent réclamer leurs droits puis défendre un petit peu, puis que la qualité de vie ou la qualité du logement, dans ce cas-ci, est assurée quand on devient un propriétaire ou un locataire, quelqu'un qui loue des logements. Je pense que ça doit venir avec des responsabilités qui doivent être prises au sérieux. Puis que c'est la stabilité du logement, le droit au logement est critique dans la lutte à la pauvreté, puis même réduire l'anxiété puis les impacts sur la santé mentale des gens. Cette stabilité-là. Puis finalement, je pense que c'est un peu peut-être le point que moi je mettrais l'accent dessus, c'est l'importance de se créer une richesse collective en lien avec le logement, mais voir un peu plus loin que ça, l'intégrer un peu aux autres aspects de la vie qui touchent au logement, qui va permettre de contrecarrer un petit peu le débalancement de la richesse privée individuelle. Puis permettre en même temps de bâtir un monde plus juste et équitable. Puis quand que je parle de richesse privée collective, c'est que le secteur privé a encore un rôle important, mais il faut mettre des balises claires, reconnaître qu'il y a des rôles que le secteur privé ne peut pas jouer. Puis, dans la perspective de créer de la richesse collective, bien, tout ce qui est le développement de logements communautaires, coopératifs, logements sociaux, abordables, qui appartiennent à la collectivité, doit être mise de l'avant. Puis finalement, il faut se permettre de rêver des milieux de vie complets, des quartiers des villes que nous voulons habiter, qui vont mettre de l'avant justement cette richesse, bien-être collectif-là, le bien commun, puis se donner les moyens de réaliser ces rêves-là, puis pas finalement attendre que le privé le fasse au complet. Puis ça rejoint un peu là, certaines paroles, entre autres, là, au niveau de se donner les moyens, là, tout ce qui est la fiscalité des villes, puis tout ça, diversifier les revenus, mais aussi diversifier un peu qui s'implique puis qui investit dans cet avenir-là. Donc voilà. Merci beaucoup, Daniel. Tu as bien fait de le dire au départ, c'est pas avec la pandémie qu'il a commencé à avoir des problèmes d'accès au logement. Il y avait déjà des taux d'inoccupation, notamment en Outaouais, qui étaient très bas. Le phénomène des Airbnb n'est pas commencé. En fait, il a été un peu inversé jusqu'à un certain point par la pandémie. Donc, il était déjà présent. J'ai noté plein de choses dont j'ai envie de continuer de discuter avec toi, là. Notamment la sous-utilisation du territoire. La semaine dernière, j'ai vu une présentation à Québec dans un quartier où, effectivement, pour arriver à construire du logement abordable, une des stratégies, ça a été de retirer les espaces de stationnement. On sait que souvent, les villes ont des ratios minimums qui exigent une quantité de stationnement, ce qui fait qu'il est plus difficile de développer de l'habitation abordable. Une autre tendance, moi, je pense, qui
vraiment incontournable dans nos réflexions, là, notamment sur celle spécifique sur l'aménagement du territoire, c'est effectivement le vieillissement de la population, donc avoir des logements qui sont adaptés, ça va être un incontournable. Et je me permets de noter aussi que en parallèle de la démarche gouvernementale, comme je disais tout à l'heure, sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, en parallèle, en fait, de concert, il y a un plan d'action en habitation qui va être déposé. Donc, je le répète toujours, ça va être important cet été dans les consultations publiques sur la stratégie en aménagement urbaniste de parler d'habitation, de parler en fait des thématiques qui vous animent. Maintenant, on va pouvoir passer à Véronique Martin, à notre troisième et dernière présentatrice, conférencière. Donc, diplômée d'un baccalauréat en sciences sociales et d'une maîtrise en développement régional de l'UQO. Véronique est engagée depuis plusieurs années dans le développement de la région et plus particulièrement de la ville de Gatineau. Conseillère au développement pour la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, elle accompagnera des groupes dans la réalisation de projets diversifiés en économie sociale, notamment dans les domaines de la mobilité, de l'alimentation, de la culture et de l'habitation. Donc, Véronique, on t'écoute. Merci beaucoup, Samuel. Tout comme mes prédécesseurs, là, évidemment, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous dans le cadre de ce grand chantier qu'on attend depuis longtemps. Et puis, parler territoire, pour moi, c'est certainement une passion. Donc, je rate jamais une occasion de pouvoir venir ajouter mon petit grain de sel. C'est ça, comme Samuel l'a mentionné, moi, je suis conseillère au développement pour la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Comme son nom l'indique, la CDROL, c'est une coopérative. Nous sommes une coopérative de solidarité qui regroupe quand même plus de 160 membres qui se répartissent dans une catégorie de membres utilisateurs, hein, donc les entreprises qu'on accompagne sur le territoire, autant en Outaouais que dans les Laurentides, depuis plus de 46 ans d'ailleurs. On a aussi des membres de soutien qui sont là pour supporter notre mission et des membres travailleurs. Donc, moi-même, je suis une très fière membre travailleur de ma coopérative. Essentiellement, la mission de la CDR, c'est d'intervenir dans le développement local et régional. Puis nous, on a une spécificité pour le faire, c'est en soutenant l'économie sociale. L'économie sociale comme un véhicule de développement de nos territoires. Ce qui est intéressant avec l'économie sociale, c'est que c'est une façon de faire là, qui est, dans le fond, probablement un point de convergence pour l'ensemble des secteurs et des thèmes qui sont soulevés justement par les réflexions liées à cette stratégie nationale de l'aménagement et de l'urbanisme. C'est sûr que moi, aujourd'hui, je ne vais pas me pencher plus spécifiquement sur des thèmes purs et durs d'aménagement et d'urbanisme, mais c'est un corollaire. C'est un corollaire parce que ça va me permettre de discuter davantage de gouvernance. Et donc, justement, au-delà des principes d'aménagement, comment on peut parvenir à faire travailler ensemble les différentes parties prenantes là, qui vont œuvrer pour cette stratégie-là. Donc, à la CDR, ce qu'on fait aussi, donc, c'est qu'on accompagne ces collectifs-là, autant dans leur création, dans leur émergence, que dans tous les cycles de vie qui peuvent les concerner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Outaouais se démarque à l'échelle du Québec pour son dynamisme en économie sociale. Peut-être que la CDR a un rôle à jouer là-dedans, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est mobilisée puis qui voit l'économie sociale comme une solution justement pour se prendre en charge et se démarquer. Juste rapidement, pour ceux qui connaissent moins et aussi parce que c'est une belle occasion pour faire de la promotion, c'est quoi l'économie sociale? L'économie sociale, c'est des entreprises collectives. Donc, ce sont soit des coopératives ou des organisations à but non lucratif qui auront un volet marchand. Donc, ils vont vendre des biens ou offrir des services à leur collectivité. C'est aussi des entreprises qui vont avoir une mission à vocation sociale, environnementale. Bref, les valeurs vont fortement articuler les interventions de ces entreprises collectives-là. Ils vont être portés par des valeurs d'inclusion, de participation, de respect des individus puis de l'environnement aussi. C'est des modèles d'affaires qui vont d'abord et avant tout s'appuyer sur une réponse à des besoins et à des aspirations des collectivités. Donc, elles sont fortement ancrées dans leur territoire d'appartenance. C'est ce qui contribue d'ailleurs à leur durabilité et à leur pérennité. C'est aussi des organisations qui sont très investies dans leur milieu, c'est-à-dire que non seulement elles vont répondre
répondre à des besoins, mais elles vont aussi devenir des acteurs de développement. Elles vont réinvestir financièrement, elles vont réinvestir en temps, mais elles vont aussi bien souvent s'appuyer sur des partenariats avec les organisations et les citoyens de leur territoire. Il y a des enjeux qui ont été soulevés là, par les panélistes qui m'ont précédé, mais aussi par Monsieur le maire. Il y a quelques enjeux, moi, sur lesquels je voulais revenir parce que je pense que c'est important d'en parler. Il y a notamment la question de la perte de vitalité de nos milieux. Puis ça, que ce soit des milieux ruraux ou urbains, et même d'ailleurs, on va voir parfois des enjeux de développement dans des milieux ruraux qui sont à peu près les mêmes qu'en milieu urbain. Exemple, comment ça se fait qu'un des secteurs les plus importants de Gatineau soit l'île de Hall et pas une épicerie digne de ce nom? Pas avoir une épicerie digne de ce nom, c'est aussi parfois un enjeu qu'on va retrouver dans des secteurs ruraux, tout comme un accès de base à des services de proximité. Donc, nous, on travaille beaucoup justement avec ces milieux-là pour les aider à pouvoir mettre en place des initiatives qui vont leur permettre de répondre à ces besoins-là. On a aussi des enjeux qui vont porter sur l'insécurité, l'autonomie alimentaire. C'est sûr que le contexte de la pandémie nous l'a mis de façon très flagrante sous les yeux, là, à quel point avoir accès à un circuit court en termes d'alimentation est quelque chose qui accentue la résilience de nos milieux. Il y a aussi l'enjeu de l'aménagement des milieux de vie pour une meilleure mobilité, une mobilité plus active, une mobilité plus durable et un accès aux espaces publics de qualité. Ça aussi, ça a été soulevé. On a parlé de la crise du logement, on n'en parlera jamais assez. C'est un enjeu qui est absolument fondamental et qui en concerne plusieurs autres. Puis ça, Daniel l'a bien mis de l'avant. Et l'idée ici, c'est d'avoir accès à un habitat qui répond à nos besoins tant par son lieu, sa forme que son coût. Donc, c'est pas juste une question de coût, mais c'est aussi de pouvoir avoir accès à ce logement-là dans le quartier où on souhaite s'installer pour des raisons qui sont légitimes. On peut parler aussi de la gestion des matières résiduelles. Qui encore aujourd'hui est un milieu où je pense qu'on développe de plus en plus de belles alternatives, mais où il y a encore beaucoup de travail à faire. Tous ces enjeux-là sont des responsabilités qui, oui, peuvent éventuellement être alimentées par des politiques nationales, mais qui vont finir par retomber dans la sphère des municipalités. Et M. le maire l'a dit, les municipalités sont au front la plupart de ces enjeux-là, donc elles doivent se doter de ressources pour être capables d'intervenir en ce sens. Cependant, elles ont des moyens limités. Et puis, c'est peut-être un peu dans cette discussion-là, nous, qu'on aime bien faire intervenir l'économie sociale, parce que l'économie sociale, c'est une forme qui peut justement apporter des collaborations qui sont innovantes puis qui permettent de venir mutualiser des besoins et imaginer des solutions. Ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que la transition écologique et sociale va passer, oui, par des politiques, par des cadres, par un réaménagement des réglementations, mais en premier lieu, probablement par les citoyens, pour qu'ils adhèrent à cette nécessité-là, mais pour qu'ils fassent partie du mouvement. Donc, on parle des citoyens, on parle de la société civile là, dans son ensemble comme moteur pour cette fameuse transition. L'économie sociale, c'est au cœur de son modèle que d'avoir justement des citoyens puis la société civile qui va s'organiser pour pouvoir venir répondre à ces enjeux-là, puis qui va mener à différentes innovations, puis des modèles hybrides aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on peut retrouver au sein d'une entreprise collective autant des parties publiques, des parties privées que des parties citoyennes. Et c'est possible d'imaginer des modèles de gouvernance justement où toutes ces parties prenantes-là vont être au cœur de la gouvernance. Ensuite de ça, concrètement, je voulais mettre de l'avant quelque chose de très intéressant qui est arrivé en termes de politique publique à la Ville de Gatineau dans la dernière année, et c'est l'adoption d'une politique d'économie sociale. La Ville de Gatineau est la première municipalité au Québec à se doter d'un tel cadre. Puis l'idée, c'était justement de se propulser encore plus loin en termes d'initiatives qui portent sur l'économie sociale, donc de reconnaître que c'était un levier de développement en adoptant un cadre où on allait s'outiller davantage pour pouvoir favoriser l'émergence de ces projets-là. Donc, on est au premier balbutiement, là. Il y aura un plan d'action qui suivra et qui nous permettra de savoir encore davantage comment cette politique-là pourra venir contribuer au développement du milieu. Mais un des concepts qui est au cœur
de la politique, c'est le concept des communs, l'approche des communs comme méthode de gestion concertée. Les communs, moi j'aime bien dire que c'est un nouveau vieux concept, là, ou du moins un vieux concept réactualisé. Hein? Puis ce qui est au cœur de ça, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on peut pas imaginer que nos communs, puis des communs, là, ça peut être autant des biens, des espaces, des ressources, même des ressources numériques, là, peuvent pas trouver justement une gestion qui va être partagée au sein de la communauté. On a ici à Gatineau un exemple très probant là, de commun, puis c'est celui de la forêt bouchée. La forêt bouchée, c'est un territoire municipal qui a été délégué en gestion auprès d'une organisation à but non lucratif et auquel gravitent des citoyens, différentes parties prenantes pour la gestion d'un territoire. Donc, c'est quand même assez, à mon sens, audacieux et intéressant que la Ville de Gatineau, de un, se soit dotée d'une politique d'économie sociale, puis qu'en plus, elle a intégré là-dedans l'approche des communs. Certes, on aura à s'approprier ce concept-là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment porteur là-dedans quand on nomme toute l'importance d'essayer de briser des silos, trouver des méthodes hybrides et surtout inclure les citoyens, la société civile dans la recherche de solutions. Moi, en conclusion de ma petite intervention, j'avais pas nécessairement de points très spécifiques par rapport à la stratégie nationale d'aménagement et d'urbanisme, mais je pense qu'un des éléments qui pourrait être intéressant de réfléchir, c'est d'essayer d'aplanir les obstacles à l'innovation. Puis nous, ça, on le voit à tous les jours, là, des projets fantastiques qui bien souvent vont sortir de la marge et qui vont souvent, qui avanceront pas du tout et qui vont être bloqués justement parce que nos cadres, notre réglementation en place ne permettent pas qu'ils puissent exister. Et ce, même s'ils cochent la plupart des cases de ce qui répondrait à des besoins tout à fait fondamentaux. Donc, dans cette grande réflexion-là, à un moment donné, il faudra réussir à ce qu'au-delà des orientations puis des politiques, il y ait un arrimage fort avec la boîte à outils et comment les intervenants sur le territoire vont traduire cette boîte à outils-là. Puis ça, je pense que ça se fait à toutes les échelles d'intervention. Quand on réussira ça, probablement qu'on pourra accueillir l'innovation qui nous permettra de répondre à nos besoins. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à toi, Véronique. C'est vraiment apprécié. Je pense que s'il y a une ligne directrice, en tout cas aujourd'hui, c'est bien celle de l'équité sociale. Là, dans les 3 présentations, c'était présent. Et je dois dire que moi, j'assiste à toutes les rencontres Parlons Territoire et c'est vraiment stimulant de voir à quel point les discussions peuvent porter sur des thématiques qui sont, oui, variées, mais qui sont interconnectées. Puis aussi, à chacune des présentations, on l'a bien vu, le lien entre désert alimentaire, dévitalisation de milieux, éventuellement dévitalisation économique, toute la question des centres-villes qui est incontournable en ce moment. Les espaces publics aussi, jamais, en tout cas, moi dans ma vie, jamais j'ai autant fréquenté des parcs pour pouvoir voir des amis et de la famille. Donc, merci beaucoup encore une fois, Véro. On va pouvoir, Véro, je t'appelle par ton surnom, on se connaît. Je suis démasqué. Donc, on va maintenant pouvoir commencer à la période d'échange et de commentaires. Je vous rappelle rapidement les consignes d'usage. Vous pouvez nous faire part de vos questions et commentaires via l'outil de discussion Zoom, ou bien vous pouvez directement intervenir en utilisant le bouton là, pour lever la main. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait. On encourage donc les questions, mais aussi les commentaires, les réflexions sur à peu près tous les sujets qui vous brûlent. Mais aussi, comme je disais au début, si on est capable d'avoir une réflexion sur les outils, les objectifs qui sont collectivement à notre portée, qui pourraient être mis de l'avant dans le cadre de la stratégie, ça pourra nous aider. Dans tous les cas, l'objectif aujourd'hui, c'est d'entamer la discussion et que ça vous mène ensuite aussi à participer aux consultations publiques. Donc, voilà, je vois qu'il y a déjà une main de levée. Pour ce qui est du fonctionnement, là, je vous propose que l'on prenne quelques questions-commentaires. On y va sous le format discussion, mais je vais renvoyer ça de temps à autre
aux conférenciers pour leur permettre de réagir. Donc, la première personne qui a levé la main, c'est Frédéric Gourde. Donc, vous pouvez allumer votre micro. Je vois que vous êtes habile. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Samuel. Moi, je suis conseiller stratégique à la Société de transport de l'Outaouais. Donc, c'est à ce titre-là que je vais intervenir aujourd'hui. Premièrement, merci beaucoup pour la belle opportunité de partager, d'échanger sur ces enjeux-là. C'est super important. J'aimerais vous parler de mobilité très rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir s'exprimer, donc je vais aller très rapidement. En faisant du pouce sur ce que Véronique vient de mentionner concernant certains freins à cause de notre cadre réglementaire, c'est un petit peu un sujet cousin que je veux apporter. Je constate depuis plusieurs années en Outaouais, c'est vrai que, comme Véronique disait, il y a beaucoup de monde mobilisé. On a la chance d'avoir énormément de monde qui travaille fort sur toutes sortes de dossiers. C'est peut-être pas étranger à la belle maîtrise en développement régional de l'UQO que j'ai faite moi aussi, comme Véronique. Et donc, je regarde en aménagement du territoire, en développement régional, en environnement, en mobilité durable, les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Je pourrais continuer, la liste est longue. Plein de belles équipes qui travaillent. Certains, c'est des ministères provinciaux, d'autres, c'est la ville, différentes directions, d'autres, c'est des groupes citoyens ou de la société civile. Et je remarque dans plusieurs grandes planifications, le plan climat, le plan stratégique de la ville, le beau schéma d'aménagement qu'on a, et la liste est longue là aussi, il y aurait un avantage à assurer une cohérence entre tout ça, parce que des fois, une bonne solution dans un des plans finit par peut-être être une contrainte dans un autre, mais on s'en rend pas compte parce que, tu sais, on travaille pas en silo parce qu'on n'est pas fin, là, on travaille en silo parce qu'on est tous très occupés, mais il faudrait que quelqu'un ramasse le tout, puis je pense que ça serait une belle opportunité. Je sais que c'est une grosse commande, là, mais au moins que l'Alliance Ariane commence dans le cadre pour amener ça vers la stratégie. Je suis certain que les autres municipalités connaissent exactement le même problème. Fait que ça, c'était mon premier point. J'ai 3 petits points. Deuxième point, ben, c'est ensuite à ça, c'est comme une petite bonne nouvelle. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler en développement dans la région puis en planification des transports, j'ai remarqué une très belle évolution de la planification intégrée de l'aménagement du territoire et des transports. C'est-tu dû à la nature de nos projets ou à la qualité de nos ressources ou peut-être la gouvernance complexe de notre belle région nous force à devenir bon. Toujours est-il que ça avance dans la bonne direction. Fait qu'il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on se soit amélioré, puis étaler ça dans d'autres efforts de coordination vers d'autres domaines pour inclure un maximum d'équipes pour travailler dans la même direction. Finalement, mon dernier point, c'est vraiment plus zoomer sur la mobilité. Donc, la planification intégrée des transports et de l'aménagement, c'est quelque chose de vital. Si on considère l'effet structurant que le transport peut avoir, c'est comme une relation dynamique, tout le monde, vous savez ça, j'imagine, l'effet structurant du transport sur l'aménagement, mais inversement, le développement de l'aménagement sur les besoins de transport qu'on va devoir ensuite répondre, etc. Et si je pouvais soulever un seul enjeu face à ça, ce serait un équilibre à trouver entre les besoins de développement régionaux et l'impact sur les milieux de vie traversés et aussi sur les besoins locaux en termes de mobilité, qui ne sont pas nécessairement motorisés, ça peut être les modes actifs également. Fait que, par exemple, on fait des grands projets structurants, on passe au centre-ville, mais comment ne pas mettre en danger les enjeux d'attractivité, de convivialité, d'échelle humaine, d'éviter les effets barrières. Fait que tout ce genre d'enjeux-là, ça me semble être un des grands enjeux qu'on doit prendre en compte dans votre stratégie pour la suite des choses. Je vais me taire ici, même si je pourrais continuer pendant 2 heures. En fait, j'aurais juste un petit éclaircissement à vous poser. En fait, j'ai trouvé vos 3 points, je les ai bien notés, extrêmement pertinents. Vous parliez au départ de la question de la cohérence et à la fin, vous parliez de l'équilibre à trouver entre des besoins régionaux, mais aussi parfois plus locaux. Ma question, c'est au premier point que vous faisiez là, sur la question de la cohérence, est-ce que vous étiez dans une échelle, à quelle échelle en fait parliez-vous? Est-ce que vous étiez dans une réflexion régionale ou plutôt municipale, locale? En fait, c'est toutes les échelles, mais j'étais à l'échelle des plans stratégiques parce que tout le monde, quand il commence un petit projet à une échelle plus basse, va quand même aller jeter un coup d'œil et se référer au plan stratégique correspondant à son domaine.
si ce grand plan stratégique-là, par exemple, un plan en habitation, un plan d'accès pour régler le problème de désert alimentaire, les îlots de chaleur, n'importe quoi, il va aller regarder son plan stratégique. Et si ce plan stratégique-là n'est pas cohérent avec l'excellent plan stratégique d'un autre domaine, qui par ailleurs est excellent, mais qui peuvent se nuire mutuellement parce qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas pris en compte l'enjeu de la santé publique régionale ou l'enjeu de l'agriculture urbaine ou je ne sais pas moi. Alors, il faut que quelqu'un ramasse tout ça pour qu'on soit, au moins pour nous mettre au courant. Moi, je le fais dans le cadre de mes fonctions quotidiennes. J'ai des collègues partout dans la région qui font la même chose, mais tu sais, c'est pas le rôle de la STO d'être le leader régional. Je verrais plutôt la ville, évidemment, faire ça. Mais par l'entremise de votre initiative, ben, vous allez pouvoir faire un mapping, si vous voulez, des lacunes dans ce domaine-là. Ou au moins l'amorcer, le démarrer, puis transmettre la balle à quelqu'un qui pourra poursuivre cet ouvrage-là. Très bien. Je vous garantis que la question de la cohérence, c'est au cœur de la mission d'Alliance Ariane et on a besoin de gens qui en parlent. Donc, merci beaucoup. Je crois que le prochain intervenant était M. Daniel Rosset. Dans l'ordre que moi je m'étais noté, il était suivi par Mathieu Charon. On va arriver à ce moment-là à nos trois intervenants. J'irai peut-être voir du côté des conférenciers et je reviendrai là, tout de suite après. Donc, les deux interventions, on vous laisse la parole. Merci, M. Pagé-Plouffe. Bonjour tout le monde. Je suis Daniel Rosset. Je suis le président de l'Association des résidents du plateau. Dans ma vie de tous les jours, je suis un biologiste qui a travaillé pendant plus de 35 ans à créer et soutenir des espaces naturels protégés marins et terrestres. Et c'est toujours par le biais de l'environnement que je fais un peu mes interventions, que je m'intéresse à la chose urbaine parce que sans prendre conscience qu'on est aussi des animaux urbains, mais des animaux, premièrement, on a des fois un petit peu de difficulté à se faire comprendre. Alors, merci, M. Gould, pour vos interventions. Ça va rétrécir un peu celle que je fais. Un commentaire. Il y a deux outils vraiment intéressants que je peux me permettre d'aborder un peu pour nos universitaires, entre autres. On a un excellent livre ici qui s'appelle « La crise climatique à l'aube d'un monde incertain », qui est une synthèse très, très bien documentée des grands enjeux qui touchent les changements climatiques, tant la résilience que l'adaptation au changement climatique. J'aimerais ça mettre ça sur la route de tout le monde parce que même si on a un excellent document de référence pour nous permettre d'analyser le plan climat, il y a quand même des enjeux de façon plus globale qui sont abordés là-dedans, qui sont vraiment complémentaires à notre conversation ici. Deuxième outil, après ça, je vais passer à ma question. Comme société, je trouve intéressant qu'on commence de plus en plus à réexaminer les formes urbaines et la manière dont on intervient dans le territoire. C'était assez apparent dans la mise en place de la nouvelle version du plan d'urbanisme, mais je vous dirais qu'on a encore des défis. Il commence à y avoir un corpus intéressant pour ceux d'entre vous comme moi qui s'intéressent à la chose urbaine. Il y a entre autres un nouveau bouquin qui s'appelle « Biophilic Urbanism ». Designing Resilient Communities for the Future, qui est paru il n'y a pas longtemps. Vraiment intéressant, je commence à le feuilleter. Dans ce genre d'outils-là que des urbanistes, des architectes du paysage, des études de cas qui ont été faites un peu partout dans le monde, il y a vraiment des exemples vraiment intéressants pour nous permettre d'imaginer Gatineau et nos communautés de façon un peu différente. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la dimension biophilique ou biophile, si vous voulez, de l'aménagement urbain qu'on peut faire. Là où je voudrais nous amener brièvement, puis c'est un peu une question pour nos panélistes, c'est que quand j'examinais la documentation, notamment du plan climat, je voyais le même emphase sur le fait que notre ville veut générer une conversation citoyenne, mais à peu près rien sur l'implication du secteur privé, lucratif ou non lucratif, ou encore du secteur public. Alors que dans nos communautés, ces deux autres grands acteurs-là sont extrêmement importants dans tout ce qui touche à l'utilisation et à la transformation du territoire et à l'évolution du territoire. Et pour moi, même si je reconnais par exemple que le Credo fait de grands efforts avec le verdissement pour aller chercher des partenariats et des ententes avec le secteur privé, je trouve toujours dommage, et c'est peut-être quelque chose que l'Alliance Ariane peut nous aider à réaliser au niveau de la stratégie, qu'on n'ait pas suffisamment de conversations
que j'appellerais complète, avec tous les acteurs de la société autour d'un projet d'imaginer notre ville. Je le vois dans mon quartier où, essentiellement, nos promoteurs immobiliers les plus importants accélèrent de façon fondamentale la transformation du territoire. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais les impacts de ça ne sont pas arrimés avec la mise en place des services, que ce soit des services scolaires. On le voit notamment avec la mise en place du tramway. Puis je vais conclure là-dessus. Il y a toutes sortes d'éléments qui ne sont pas intégrés les uns avec les autres, ou comme on a fait l'année passée dans le cadre du plan d'urbanisme, on fait des consultations avec les citoyens, avec le milieu des affaires et avec d'autres intervenants, mais à part, dans des forums qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Et ça, en 2021, on ne peut plus se permettre d'imaginer nos villes et le développement de notre société sans avoir tous les acteurs ensemble. Donc, la parole est aux conférencières et conférenciers si vous voulez intervenir là-dessus. Merci. Oui, en fait, je vais, juste avant de repasser la parole, il y a M. Darky Gagné. Et peut-être que je prendrais une ou deux questions supplémentaires encore. Là. Notamment, on n'a pas eu de femme encore qui a posé de questions. Donc, après M. Gagné, peut-être je pourrais prendre Elisabeth et Mathieu. Donc, après ça, on retourne aux conférences. Monsieur Gagné, la parole est à vous. Oui, merci. J'aimerais simplement revenir sur un point qu'a mentionné Daniel dans sa présentation. En fait, rapidement, en parlant de culture de dérogation, là, je ne pense pas qu'on constate ça quand on s'implique, comme on le fait cette année, beaucoup d'associations de résidents là, dans les travaux de concordance et dans les questions de développement du territoire. Et on se rend compte de plus en plus, en tout cas, c'est le constat, qu'il y a effectivement une culture de dérogation. Je ne pense pas que Gatineau soit si différent des autres villes par rapport à ça. Et en fouillant un petit peu ces questions de dérogation-là, dont je n'étais pas du tout au courant il y a quelques mois, on se rend compte que la loi d'aménagement d'urbanisme provincial laisse beaucoup de latitude au pouvoir discrétionnaire des conseils municipaux d'abord de déterminer qu'est-ce qui est mineur ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on le constate d'ailleurs lorsqu'il y a des débats au sein du conseil, parce que sur certains dossiers, la moitié du conseil va considérer que ce n'est pas mineur, c'est majeur, ça devrait nécessiter un processus de consultation, alors que l'autre moitié du conseil constate le contraire. Et après avoir fait des interventions auprès des questions que j'ai posées au ministère des Affaires municipales et à la Commission des Affaires municipales aussi, on se rend compte que c'est voulu que cette latitude-là soit là. Donc, ça, je pense que c'est un enjeu important en termes d'aménagement du territoire et parce que ça démobilise un peu la participation citoyenne à l'effet qu'on nous consulte énormément, on consulte de façon souvent malhabile, mais quand même, on nous offre la possibilité de donner notre point de vue sur des stratégies, des plans d'action à tous les niveaux. Je pense que Gatineau a une panoplie de plans, de toutes sortes de choses en amont, mais quand tu arrives en aval, si on gère l'urbanisme et le développement du territoire par dérogation, on perd complètement l'utilité finalement de tous ces beaux principes qu'on adopte en amont. Donc, je pense que ça, c'est un aspect important qui doit être travaillé au niveau entre les villes et c'est peut-être pas les villes qui souhaitent avoir plus d'encadrement de la part du ministère des Affaires municipales. C'est plutôt les citoyens impliqués qui devraient s'adresser au ministère des Affaires municipales et non pas de limiter le pouvoir discrétionnaire, mais de l'encadrer un peu plus et de permettre à des citoyens qui considèrent que ce n'est pas des mineurs, par exemple, dans un certain cas, de pouvoir s'adresser à une instance particulière. Pour l'instant, c'est le vide total. Donc, c'est un peu démobilisant comme façon de procéder. Merci. Merci beaucoup. Oui, la question de l'urbanisme discrétionnaire, le recours à la dérogation, on le voit partout au Québec, c'est un vrai problème. C'est un problème démocratique, notamment. Parce qu'il y a de la consultation, hein, d'établir des documents de planification. Donc, très bon point. Deux derniers commentaires avant de retourner aux panélistes. Mme Elisabeth Boyer et ensuite M. Mathieu Charron. Je veux juste mentionner, si vous voulez, à la fin, à Igny, on arrête d'enregistrer, mais on peut continuer un petit peu la discussion s'il y en a qui le souhaitent. Pas extrêmement longtemps, mais peut-être une quinzaine de minutes. Donc, Mme Boyer.
Bonjour. En fait, moi, ça va beaucoup avec ce que Daniel disait aussi, mais c'est peut-être, je suis entre une question et juste un commentaire, peut-être un coup de cœur là, par rapport à ce qui se passe un peu à Elmer, entre autres, puis qui se développe énormément. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de biodiversité, puis du fait que c'est comme les états des terrains qui sont sauvages versus un terrain qui est aménagé, c'est complètement un monde entier différent, n'est-ce pas? Donc, c'est bien d'avoir comme envie de réaménager de façon positive avec des arbres et ramener la nature, mais c'est comme, moi je le vois un peu comme la ville, on est allé trop loin, puis là il faut retourner en arrière, mais là on a des beaux terrains dans notre région encore qui se font acheter par le privé, comme on mentionnait, et qui tout d'un coup tournent, rasent tous les arbres et que ça devient de l'herbe et des bâtiments. Donc, pour moi, c'est comme si on n'a pas appris de la situation. Puis, je me pose tout le temps la question biodiversité. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les animaux qui sont sur ce terrain-là, qui tout d'un coup se font enlever toute une masse d'arbres, puis qui n'ont pas nécessairement accès à un autre terrain de jeu, si on veut, tout juste à côté, parce qu'à côté, c'est encore d'autres maisons, puis c'est d'autres territoires qui sont l'asphalte, finalement. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup de penser que c'est comme si on a quelque chose de brut qui est essentiel à la survie, mais aussi pour le respect des animaux et d'autres créatures vivantes qui nous aident, etc. Donc, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup d'animaux, biodiversité, comment est-ce qu'on cohabite avec eux, puis comment est-ce qu'on les aide finalement et eux, ils nous aident en retour. Donc, de côté humain de ça et non pas juste stratégie de « OK, on met une maison là et tout ça ». Donc, est-ce qu'on peut réfléchir à quand le privé arrive puis a accès à un terrain puis veut développer, est-ce qu'on ne peut pas avoir comme un 20% du terrain qu'il faut qu'il reste en nature? Tu sais, donc, en tout cas, moi, ça me brise vraiment beaucoup, beaucoup le cœur quand je voyage maintenant juste de Elmer à Hull. À chaque fois, je suis mis devant une autre section d'une forêt qui a été coupée complètement. Puis, je me dis, on est en train de juste... On régresse, on a beau mettre des arbres dans la ville après ça, mais on a perdu tellement en coupant un autre terrain finalement. Donc, ça, c'est mon commentaire et peut-être juste une réflexion à dire, est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans le vocabulaire, parler des terrains sauvages qui sont encore là, puis malgré qu'ils sont achetés par le privé, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas l'anéantir en stationnement? Voilà. Certainement qu'il faut poser cette question-là et y répondre. D'ailleurs, peut-être une source d'espoir, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une motion qui a dit que la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires devra renforcer la protection des milieux naturels. Donc, c'est quand même déjà une orientation qui est intéressante. Après, je vous invite à vous faire entendre aussi cet été lors des consultations publiques. Donc, un dernier intervenant, Mathieu Charron, avant de retourner voir nos conférenciers. Mathieu? Oui, bonjour. Merci beaucoup d'organiser cette grande conversation-là et toutes les initiatives qui vont en découler. Je pense que c'est super important, entre autres pour la coordination des actions qui se font en différentes municipalités et différents pays de gouvernement. Puis c'est un peu dans ce sens-là aussi que j'amène mon intervention, en fait, pour attirer l'attention sur 2 points qui ont été soit pas évoqués du tout, soit juste esquissés. Le premier, c'est de Québec ou de Montréal, beaucoup de monde comprennent peu la situation de l'Outaouais et de Gatineau. Puis la frontière avec Ottawa, c'est un élément majeur chez nous. Puis je pense qu'au niveau de la coordination des actions des 2 bords, il faut comprendre que Gatineau-Ottawa, c'est une seule et même grande région métropolitaine, puis les décisions qui se prennent d'un bord ont des impacts sur l'autre. On l'a vu beaucoup dans le contexte de la pandémie, que les différentes restrictions sanitaires avaient des conséquences sur les déplacements. Il faut absolument que ça soit pris en compte de manière régionale, du moins, dans toute cette démarche-là. L'autre élément que je voulais amener, c'était, je pense que l'Alliance Ariane, ça tombe à point, hein, c'était pas prévu comme ça, mais la pandémie nous a fait faire un saut qualitatif là, au niveau de la présence du télétravail dans nos vies, puis il va y avoir des conséquences super importantes dans l'organisation spatiale des régions métropolitaines, de notre
rapport au travail. Puis, le télétravail, en fait, ce que ça va faire, on va voir quelle forme va persister. On peut s'attendre à ce qu'un nombre très petit de travailleurs vont travailler 100% du temps à la maison, mais la plupart des gens vont travailler une journée par semaine, 2 journées par semaine, une journée par mois. Puis ça va faire en sorte d'étirer un peu l'élastique entre la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Puis ça va vraiment amener une dilution des régions métropolitaines, puis faire en sorte, dans notre région ici, particulièrement avec les fonctionnaires qui risquent d'être plus aptes à faire du télétravail, puis les belles municipalités boisées du nord, là, du bouclier canadien, là, qui sont à portée de voitures, ça risque de faire en sorte que l'étalement urbain va prendre une nouvelle forme beaucoup plus étalée, beaucoup plus distant. Puis c'est toutes les questions qui ont été amenées jusqu'à maintenant de gouvernance puis d'empiètement sur les espaces naturels, bien, ça va prendre une dimension jamais vue jusqu'à maintenant. Fait que je pense que c'est important de considérer ce nouveau monde dans lequel on s'embarque quand vous allez faire vos contributions à l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai noté 5 thématiques. Je ne vais pas tout résumer, mais du côté de Frédéric, on a parlé en particulier de cohérence. Du côté de Daniel, le dialogue, une capacité de travailler avec le privé, le public et la société civile. Du côté d'Arki, tu fais question de l'urbanisme discrétionnaire, la dérogation de la planification. Du côté d'Elisabeth, les questions de biodiversité. Et bon, Mathieu nous a parlé de télétravail. Est-ce que, je vois qu'il y a déjà Véro, la main levée. Est-ce que tu veux tenter une réaction? C'est vaste, là, mais je te laisse la parole. Tout à fait. Ben, puis avant que Mathieu intervienne, j'avais déjà levé ma main, moi aussi, pour parler de gouvernance métropolitaine. Pour moi, c'est l'éléphant blanc là, dans la région ici, la gouvernance métropolitaine. Il y a tellement de choses qui découlent de ça puis qui ne se font pas en ce moment. On est dans une région métropolitaine, puis souvent, on dirait qu'on oublie qu'on est dans une région métropolitaine. On se perçoit comme, oui, peut-être la 4e plus grande ville, mais après, c'est une des régions métropolitaines les plus importantes. Puis, il y a Québec et Montréal qui sont des communautés métropolitaines reconnues dans le cadre de l'aménagement. Puis, tu sais, d'ailleurs, ça mène à des obligations en termes de planification. Elles ont des plans d'aménagement, tu sais, qui découlent de ça. Puis, ben, nous, en Outaouais, on n'a à peu près rien qui vient articuler ce contexte de territoire métropolitain. Puis ça mène justement à des enjeux d'étalement, d'éparpillement, puis, tu sais, un manque de dialogue entre les parties prenantes. Quand il y a eu le processus de fusion des municipalités, à ce moment-là, il y a une mécanique qui avait été mise en place dans la région qui est une espèce de comité conjoint d'aménagement et d'urbanisme qui est supposé d'asseoir à une même table, entre autres la ville de Gatineau avec la MRC des collines de l'Outaouais et probablement les autres MRC aussi, justement pour venir discuter d'enjeux qui sont vraiment super importants là, en termes de croissance urbaine puis d'organisation du développement sur le territoire, que ce soit le transport, les matières résiduelles, l'habitation. Puis là, ben, non seulement cette mécanique-là ne fonctionne pas, mais en plus, on a perdu la conférence régionale des élus qui était aussi une mécanique de dialogue, qui était quand même, on peut re-questionner, mais depuis, il n'y a rien qui s'est fait. Donc, le développement régional et ces instances-là ont vraiment été mises à mal dans les dernières années. Puis, tu sais, je pense qu'on a réussi à reconstruire des choses de ça, mais il manque des gros bouts encore pour nous permettre une cohérence. Puis, tu sais, moi, j'émets un souhait que cette stratégie-là pour la région de l'Outaouais puisse venir rétablir ou imaginer des mécaniques de gouvernance métropolitaine qui ne seront pas ce qu'il y a à Montréal ni à Québec parce qu'on a nos enjeux, notamment frontaliers avec Ottawa, avec la province de l'Ontario, mais on peut absolument pas passer à côté de cet éléphant blanc-là. Merci. Merci beaucoup, Véro. Est-ce que du côté de Daniel ou de Myriam, vous aviez des commentaires? Je vois Myriam qui lève la main. Oui, moi je voulais réagir par rapport aux propos d'Elisabeth. On parlait de la question de biodiversité. C'est super intéressant là, le point qui a été soulevé, la question de un peu cet aspect illogique là, d'aller justement faire du développement,
de l'étalement urbain, on rase tout, puis après on dit on va replanter d'autres nouveaux arbres, des jeunes arbres. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, il devrait y avoir, même au moment de la planification de ces aménagements-là, de dire, OK, on regarde les arbres qui ont une plus grande valeur, c'est-à-dire les arbres matures, mais c'est s'assurer de les garder en place au lieu de tout raser. Là. Ça, effectivement, ce serait la base. Puis ça, on l'observe un peu partout, là, malheureusement, dans des gros développements comme on voit sur le plateau, mais aussi, c'est ça, là, en bordure d'autoroute, les développements commerciaux, tout ça. Donc oui, il y a cette question-là de vraiment revoir la planification de ce genre de gros complexes commerciaux. Puis autre point, là, je voulais aussi réagir sur les propos de Daniel qui parlait de l'implication du secteur privé dans toute la question justement là, de la préservation des milieux naturels en ville et même de l'importance des arbres. Puis effectivement, là, ça va être un point super important parce qu'on le remarque en ville, les endroits où il y a le plus de béton, là, c'est typique de n'importe quelle grande ville, mais à Gatineau, je donne juste l'exemple de boulevard Maloney ou boulevard Grébert, c'est une mer d'asphalte, il n'y a pas d'espace pour les arbres, même il y a des grands stationnements et tout. Et c'est des commerces, des acteurs privés qui sont là. Donc, c'est sûr que oui, il faudrait éventuellement les impliquer dans cette discussion-là de la place de l'arbre en ville. Donc, nous, au Credo, présentement, on est en train de développer, on est en développement là, dans nos projets, donc on teste des approches et tout, mais oui, éventuellement, il va falloir aller vers le privé si on veut vraiment que ça ait un effet direct là, sur la ville et sur les aménagements qu'on fait là, en termes de verdissement. Donc, voilà. Merci, Myriam. Est-ce que Daniel? Oui, je peux ajouter quelques commentaires. Là. Je ne pense pas que j'ai beaucoup ajouté sur la majorité de ce que le monde a dit, mais deux petites choses. Je pense, par rapport à ce que Darky disait, là, par rapport à la culture de la dérogation, là, puis tout ça, je veux mettre l'emphase sur le découragement de la participation citoyenne, puis les cynismes qui en découlent. Je pense que cette réalité-là, c'est pas juste forcément là, en tout cas, ça date d'il y a quand même longtemps. On avait une culture quand même qui était très, disons, qui appuyait beaucoup la volonté du secteur privé dans le milieu politique jusqu'à tout récemment. Je pense que tranquillement, il y a une culture qui change, mais c'est quand même difficile à voir aller par bout. Puis on le voit, en tout cas, moi je parle surtout pour le centre-ville, mais certaines, il y a des fois que les citoyens, les résidents amènent des idées, mais parce que tout est dans les mains du secteur privé au centre-ville, puis il y a peu de considération pour les gens qui vivent là dans le développement de projets privés. Ça crée un genre de problématique, un genre de cynisme. Ça nourrit un cynisme, puis ça limite en bout de ligne la participation citoyenne. Là. Malgré que quelques exemples contraires aussi où est-ce que les citoyens ont pu, mais c'est peut-être de réfléchir à quel genre d'outils. Puis c'est encore là une question un peu comme le maire le disait d'entrée de jeu, là, c'est une question d'équilibre aussi. Là. Oui, on veut encadrer, oui, il faut donner des outils pour encourager la participation citoyenne sans trop limiter non plus les possibilités. Parce qu'à un moment donné, ça alourdit pour tout le monde. Là. Plus qu'on met de règles, plus qu'on met de barrières, plus que ça peut aussi, ça va peut-être nuire à certains promoteurs privés, mais ça peut nuire à d'autres idées aussi. Là. Fait que c'est à considérer. Puis la deuxième chose, je voulais répondre à un commentaire dans le chat par rapport au Airbnb là, de Darky, encore une fois. Il y a pas, je pense pas que, comme quelqu'un disait, je pense que c'est Catherine qui disait qu'il y a peut-être qu'il va y avoir des données bientôt là, sur la réalité terrain, là. L'impact réel. Je pense que ça dépend des quartiers. Le centre-ville, c'est il y a eu des impacts quand même assez majeurs. Il y a eu en 2020, là, il y avait un article qui disait qu'il y avait à peu près 400 affichages juste pour l'île de Hull sur les différentes plateformes de logement. Puis c'est pas un côté territoire, c'est pas immense, fait que c'est quand même beaucoup. Puis côté anecdote, moi je suis locataire dans un édifice dans un édifice très prisé, un coin très prisé. Puis avant la pandémie, il y avait comme tous mes voisins, c'était des Airbnb, parce que c'était pas mal plus rentable côté, surtout quand on parle de spéculation, ils achètent
des terrains vraiment plus chers qu'ils valent, des fois, pour éventuellement proposer un projet. Mais moi, mon propriétaire, puis je le salue s'il est là, mais il a acheté quasiment la moitié du bloc sur lequel j'habite dans l'espoir de le vendre à un promoteur. Puis pendant un bout, là, il remplaçait les gens qui quittaient par du Airbnb parce que c'était plus rentable à court terme. Quand la pandémie a frappé, il a remplacé ça. On parle d'une période de peut-être 1 an et demi. Là, il a remplacé ça avant la pandémie par des nouveaux locataires. Mais on sait en parlant avec la voisine que plusieurs centaines de dollars ont été ajoutés au loyer. Fait que, il y a des dynamiques qui s'opèrent à ce niveau-là qui sont quand même nuisibles. C'est sûr que la pandémie a changé les choses, mais c'est important de réglementer. Puis il y a des discussions à ce niveau-là, tant municipal qu'au provincial. Là. Fait que, très bien, merci Daniel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais clore la partie enregistrée là, de l'événement. Et pour ceux qui sont disponibles, je vois qu'il y a 2 mains levées. À la fin de cette petite minute de conclusion, je vous invite à faire vos commentaires, poser vos questions. Donc, merci franchement à tout le monde qui a participé. Merci aux conférenciers. Merci pour vos questions, commentaires. Merci évidemment à M. le maire Pedneau-Jobin pour sa présence. Très, très, très appréciée. Vous allez pouvoir retrouver très bientôt l'enregistrement de cette discussion sur le site web parlonsterritoire.québec, parlonsterritoire.com. Les deux fonctionnent. Parlons Territoire, on vous donne rendez-vous le 20 mai pour le prochain événement. Je vais rapidement vous partager mon écran une dernière fois pour que vous voyez bien. On vous dit de participer donc à la consultation citoyenne qui aura lieu à partir du mois de juin 2021. Les documents sont disponibles, vont commencer à être disponibles de plus en plus, là, donc dès le mois de mai sur le site web du gouvernement. Vous avez les pages là, sur lesquelles vous pouvez cliquer. Il ne faut pas cliquer vraiment, mais que vous pouvez chercher pour avoir plus d'informations. Il y a le mot-clic Parlons Territoire qui est utilisé sur les réseaux sociaux pour mousser, pour que la population sache qu'il y a une conversation sur l'aménagement. Ce qu'on nous indique, c'est que cette conversation nationale-là doit prendre de l'envergure au cours des mois à suivre, au cours de l'automne. Donc, ça peut être une manière de faire savoir qu'il y a cette discussion-là. Donc, pour conclure, je vous dirais, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Merci aux organisateurs et organisatrices aussi. Super, merci Daniel. Et donc, on m'indiquera si l'enregistrement est arrêté. On peut toujours poser des questions? Oui, exact, c'est ça. On peut toujours poser des questions, mais je veux juste être certain.